Tout à fait, il viendra plus tard. C'est pourquoi ce séminaire, il ne parle pas uniquement de la rentrée scolaire, mais il se projette dans l'avenir et nous nous permettons de poser bien sûr des questions qui vont au-delà de la rentrée scolaire prochaine. C'est une bonne transition, professeur Bouvier, pour le troisième axe de ce webinaire qui concerne les acteurs de l'école. Et je m'adresse à vous, professeur Bouvier, pour vous poser la question d'acteurs de changement. Il est évident que nous ne pourrons jamais changer l'école sans des hommes et des femmes convaincus et déterminés à transformer l'école. Dans vos écrits, vous critiquez ceux que vous appelez les staticologues, car en définitive, ce sont eux qui feront tout pour que l'école d'après n'aura pas lieu. Alors, comment imaginez-vous la possibilité de réduire le pouvoir de nuire de ces personnes et comment l'école saura-t-elle mériter un jour une majorité d'acteurs qui susciterait l'admiration des citoyens au point de se lever pour les applaudir comme ils l'ont fait pour les professionnels de santé? Je cite ici l'une de vos phrases devenues célèbres. À vous la parole, encore une fois, Monsieur Bouvier. Eh bien, je crois que le Covid, la Covid, donne une chance comme on n'en a jamais eu. Parce que jusqu'à présent, ceux que j'appelle les statucologues avaient le pouvoir. Ils avaient le pouvoir un peu par, j'ose pas dire par lâcheté, mais parce que ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux, qui auraient aimé changer, bouger, innover, le faisaient modestement dans leur coin et n'avaient pas envie dans la salle des profs d'affronter les collègues qui disaient « il ne faut pas faire ça comme ça, il faut faire comme avant, tes changements, tes idées, on n'en veut pas ». Ou, bref. Là, on est dans une situation qui est complètement différente parce que les innovateurs les plus engagés ont été en première ligne. C'est eux qui ont été massivement en contact avec les parents les ont vus, les parents les ont appréciés. Je lisais tout à l'heure un sondage qui vient de sortir. 82% des parents ont trouvé que ceux qui s'étaient impliqués avaient fait du bon travail. Alors ça veut dire que les innovateurs engagés, comme les personnels de santé, eux sont littéralement applaudis. Et les statucologues, pour l'instant, on ne les a pas vus. Ils ne se sont pas manifestés puisqu'ils disaient qu'à distance, il n'y a pas d'enseignement. Que pour eux, l'enseignement se fait en classe et seulement en classe. Ce qui était une façon extrêmement désagréable vis-à-vis de leurs collègues qui, eux, enseignaient et des parents qui aidaient à enseigner. Alors, dans la situation qui arrive, je pense qu'elle est beaucoup plus favorable pour les innovateurs. Est-ce que ça durera? Je n'en sais rien, ça c'est autre chose. Mais pendant quelques semaines, et j'espère plus longtemps, les innovateurs vont peut-être un peu pouvoir contribuer à impulser des changements. C'est une situation tout à fait nouvelle et exceptionnelle, et j'y crois beaucoup. Professeur Aouid, est-ce que vous avez des choses à ajouter concernant le rôle d'autres acteurs dans l'évolution du système éducatif, surtout ce qu'on appelle les acteurs sociaux? Écoutez, je vais un peu répéter ce que j'ai écrit dans mon livre pour une révolution culturelle au Maroc. Le rôle important devrait tout simplement être dévolu à l'État, c'est-à-dire au ministère de l'Éducation. Dans un pays comme le nôtre, on ne peut pas se passer finalement de l'État. Donc on ne peut pas finalement pratiquement aliéner ce rôle ni au privé, ni à une quelconque entité. Donc je crois que je suis un peu vieux jeu finalement, donc, et quelque part, pratiquement, mon espoir était mis, disons, dans l'État, au ministère de l'Éducation. Mais comme je l'ai dit, je n'ai pas cessé de le dire, c'est réducteur en fin de compte que pratiquement de ce, disons,
disons, en fait, de se remettre totalement finalement à l'État. Parce qu'en fin de compte, donc, il y a la société civile, il y a les familles, il y a d'autres partenaires. Et puis, il y a une instance très importante, c'est celle de penser l'éducation. Et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des conseils pour un peu penser pratiquement l'éducation, avoir du recul par rapport finalement à la gestion quotidienne. Mais au-delà finalement pratiquement de ces, disons, de ces acteurs publics qu'on voit, etc., il y a des facteurs, si vous permettez, occultes, car en fin de compte, tout dépend du rôle de l'éducation. Quand l'éducation finalement ne fait que reconduire un ordre social, quand elle ne contribue pas finalement à la mobilité sociale, elle est déconsidérée. Car quelque part, en fin de compte, le facteur, disons, qui déteint sur un peu la qualité de l'éducation, c'est quand pratiquement l'éducation devient un facteur de mobilité sociale. Et comme vous le savez, donc, chez nous, ça fait belle lurette que pratiquement donc, le système éducatif marocain a cessé d'être finalement donc, un ascenseur social. Et comme l'un des critères pour justement jauger donc, un bon système, c'est lorsque ce système contribue à former ses propres élites. Alors faites un peu le tour, je ne parle pas des élites politiques, mais faites un peu le tour pratiquement dans les domaines techniques et vous voyez combien il y a de Marocains qui ont été issus des instituts marocains, etc. Et à mon humble avis, c'est un critère finalement qui tout simplement en dit long sur la qualité de notre système éducatif. Si un système éducatif ne permet pas l'ascension sociale, eh bien, il est vicié. Et donc, au-delà des acteurs, il y a la fonctionnalité du système. Et à mon humble avis, il faut poser ces questions. Bon, je répète un peu ce que tout le monde dit. L'éducation est par nature évolutive. C'est un chantier en permanente, disons, rénovation. Parce que tout simplement, il y a les flux d'arrivants, parce que les techniques changent, parce qu'en fin de compte, les sociétés évoluent. Donc, c'est un système où il faudra toujours revenir à la charge. Mais il y a des questions pérennes qui demeurent. Bon, vous avez parlé finalement des trois finalités, donc la socialisation, l'instruction et l'emploi. Et je pense que pratiquement, vous pouvez tout simplement ajouter la mobilité sociale. Et ça, c'est fondamental. Quand un système finalement ne permet pas pratiquement la mobilité sociale, ben, il est mauvais, quels que soient finalement les acteurs, quels que soient finalement les intervenants. Mais toujours est-il, M. Aourid, que lors de cette crise, les parents ont joué un rôle important dans l'apprentissage de leurs enfants. C'est l'un des points positifs de cette pandémie. Comment alors capitaliser sur cet acquis pour une implication plus grande des familles dans la gestion de l'école, ce qui renforcerait peut-être la démocratie participative? Ce qui peut être valable pour la France peut ne pas l'être, parce qu'en fin de compte, en France, en règle générale, donc les familles sont éduquées. Bon, il faut prendre les choses telles qu'elles sont au Maroc. Donc, pensez finalement en campagne, est-ce que les familles pouvaient accompagner leurs enfants en matière, par exemple, d'enseignement de la langue française, ou les sciences naturelles, ou l'anglais, ou les mathématiques. Donc, c'est pour ça que chez nous, donc, l'école a un rôle beaucoup plus important. Donc, que les familles puissent intervenir en un point, c'est possible, c'est souhaitable. Mais ça ne pourrait jamais être le rôle que, par exemple, pourrait jouer la famille en France, ou en Hollande, ou au Danemark. Et donc, à mon humble avis, il ne faut pas trop exagérer finalement le rôle de la famille chez nous. Donc, c'est l'école qui doit servir finalement de locomotive. Que la famille puisse finalement accompagner, c'est tant mieux, mais ce n'est pas le cas. Pensez finalement aux campagnes dont les parents sont illettrés ou tout simplement une éducation traditionnelle ou, je ne sais pas, par exemple, un cours de sciences naturelles et puis bon, comment par exemple, vous pouvez faire comprendre à quelqu'un finalement bon, la théorie de l'évolution, à quelqu'un finalement, à des parents formés par une éducation traditionnelle. Est-ce que cela ne risque pas de heurter finalement ce qui fait partie de leurs convictions? Bon, la question ne se pose pas, par exemple, en France. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas trop exagérer. Et à mon humble avis, encore une fois, il faut procéder par catégorie sociale et par une forme de catégorisation.
Tout à l'heure, M. Bouvier a parlé finalement donc, de l'enseignement pratiquement à distance. Et comme je l'ai dit à l'orée de mon intervention, tout dépend finalement de la tranche d'âge. Vous ne pouvez pas finalement suppléer à l'enseignant, par exemple, au niveau du primaire. L'enfant a besoin de voir un maître ou une maîtresse d'école, a besoin d'être accompagné. Mais à un certain âge, on peut s'en passer tout simplement lorsqu'il s'agit, par exemple, de questions techniques. On ne va pas faire venir un professeur de France, par exemple, ou d'Italie ou des États-Unis qui coûterait tant, etc., alors que tout simplement, maintenant, avec pratiquement les moyens, on pouvait le suivre. Donc, il faut, à mon humble avis, et puis tout dépend aussi pratiquement des matières à enseigner. Une langue, une culture a besoin d'être personnalisée, portée par quelqu'un. La langue française n'est pas qu'une langue, elle est portée par une personne qui la parle, qui la manie, etc., qui la porte. La langue arabe, de même. On a envie de voir cette langue personnifiée dans une personne. Et si vous la voyez sur un écran, ça ne donnera rien. Et vous savez, bon, tout à l'heure, M. Bouvier a parlé de l'ingénierie pédagogique. Une bonne partie, finalement, de l'éducation tient au théâtre, finalement, à une forme de gestuelle. Donc, ce n'est pas que technique. L'éducation n'est pas, en fin de compte, matière technique. Il y a une dimension donc, qui tient finalement à l'art, à un savoir-faire. Et donc, la technique ne peut pas suppléer finalement donc, à la dimension humaine. Elle pourrait intervenir en appoint, mais pas comme alternative totale. Donc, je suis, oui, M. Bouvier. Je suis d'accord avec beaucoup des points que vous avez développés. D'une part, sur l'école qui doit permettre de transcender les classes sociales, l'origine sociale des enfants, des élèves. Chez nous, on résume ça en disant c'est l'école de la République. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Mais enfin, c'est quand même cette idée-là qui me semble tout à fait important. Et évidemment, l'État a un rôle majeur sur cette dimension-là. C'est l'État qui est le garant d'une école qui remplit la mission qui lui est confiée par le gouvernement, qui lui est confiée par le Parlement, qui lui est confiée par la nation. Donc ça me semble un point tout à fait important. Et du coup, c'est au gouvernement de mettre en place des instruments qui permettent d'évaluer et de regarder si l'école, dans son ensemble, fonctionne comme elle devrait fonctionner. Donc ça, c'est un premier point. Je crois là-dessus, nous ne le disons pas tout à fait avec les mêmes termes, mais que nous avons des idées tout à fait partagées. Alors oui, tout à l'heure, quand j'ai décrit les effets que j'ai qualifiés de bénéfiques de la crise, dès le départ, j'ai bien dit que je prenais uniquement le cas de la France, parce que bientôt nous allons sortir des articles pour montrer comment ça se passe dans d'autres pays, et les pays répondent de façon complètement différente à la situation, pour tenir compte de l'histoire, de la culture, du niveau économique, du niveau culturel, etc. Vous avez tout à fait raison dans ce que vous avez dit concernant en particulier ce qu'on peut appeler le niveau culturel ou l'éducation des parents. Mais en même temps, je trouve que le rôle des parents, même lorsqu'ils sont très très peu éduqués, est important pour dire aux enfants que ce qui leur est proposé, même si les parents ne peuvent pas directement les aider, c'est quand même à eux de veiller à ce que l'enfant fasse ce qu'il a à faire, si possible qu'il puisse se mettre dans un coin tranquille pendant un moment, si besoin, appeler à l'aide d'autres personnes, etc. Et c'est aux parents de dire que c'est important. C'est eux qui doivent dire à leurs enfants que l'école, c'est important. L'école le dit que c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut que les parents le disent. Et je pense que même très modestes, les parents sont convaincus que l'école peut être là pour favoriser le futur épanouissement de leurs enfants et leur accès demain à des métiers, à des emplois et peut-être à des responsabilités.